Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai! Comment ça va aujourd'hui, Andy? Moi, ça va super bien. Toi, Cathy? Ça va super bien. Encore plus que d'habitude parce qu'aujourd'hui, on a notre épisode qui est sponsorisé. Oui. Notre tout premier sponsor. Alors, c'est Carmela Grande qui sponsor aujourd'hui cet épisode, qui est une représentante de LA Splash Cosmetics. Donc, tout le maquillage, sauf en fait mon mascara et mes sourcils. Ça vient de LA Splash. Je vais mettre les produits si ça vous intéresse dans la description. Donc, merci beaucoup. Allez voir sur Instagram LA Splash Canada et sur le site internet lasplashcanada.com pour voir tous les produits cruelty-free, hypoallergènes, super bonne qualité. En plus, ce qui est cool avec le rouge à lèvres, c'est qu'il reste avec le masque. C'est parfait. Alors, voilà. Alors, merci à eux. Yes. Aujourd'hui, de quoi on parle, Andy? Aujourd'hui, on parle des climats politiques de plusieurs pays en même temps. On va sûrement toucher au Chili et on va aussi parler plus précisément du Pérou et de la Colombie. Et là, j'imagine que la caméra est sur moi, donc vous voyez déjà qu'il y a du monde autour de la table. Si vous regardez la version visuelle, vous voyez que je suis de retour dans le coin en Punitance. Et si vous écoutez l'audio, ben on a deux personnes qui sont aujourd'hui avec nous. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Alors, on a Anna et Ricardo. Ricardo, qui es-tu? Voilà, je suis Ricardo Botero, je suis colombien, donc je suis un activiste pour la cause colombienne depuis toujours. Ouais, quand j'étais en Colombie, j'étais activiste pour les droits, les progrès, le progrès de notre pays, de notre population. Et puis quand je suis arrivé ici au Canada, précisément à Montréal, ça fait 9 ans, ouais, j'étais impliqué aussi avec la cause, et des rassemblements avec les gens colombiens, etc. Et puis, je suis parti d'un collectif qui s'appelle 21ON Somos Todos Montréal. Donc, 21ON, c'est le 21 novembre, c'est le jour qui a débuté la grève en 2019 en Colombie. C'est la grève de laquelle je vais vous parler tantôt. Je suis très content d'être avec vous, Catchai Montréal. Donc, merci de nous avoir invités. Ah, merci d'être là. Et maintenant, on a aussi Anna. Anna, qui es-tu? Bon, je suis Anna Pfeiffer-Quiroz. Je suis péruvienne. Je suis actrice et metteuse en scène. J'étais actrice et metteuse en scène aussi à Lima, Pérou, ma ville natale, aussi professeure de théâtre. Ici, j'ai devenu directrice artistique de la compagnie Parecia. C'est une compagnie que j'ai fondée avec Thomas Leblanc et Anna Beaupré-Molunda, une compagnie montréalaise. Aussi, récemment, je prends du temps pour faire de la recherche académique. C'est une passion que tout le temps j'ai pu réaliser ici à Montréal. J'ai fait un doctorat en études et pratiques des arts, autour toujours du dialogue interculturel dans la scène. C'est ça. Parfait. Super. Donc, alors c'est ça. Donc, quand on l'a un peu mentionné, dans le fond, nous, on vous a invité aujourd'hui pour nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans vos pays respectifs. Parce que, bon, je pense aux gens aussi, il y a beaucoup de choses qui passent. Les gens font des hashtags, mettent des photos, mais des fois, on n'a pas le temps de vraiment savoir qu'est-ce que c'est ou de prendre le temps de lire un article. Et des fois, c'est beaucoup plus complexe que qu'est-ce que ça en a l'air. Donc, on va y aller avec le premier qui veut se lancer, mais dans le fond, nous expliquer les grandes lignes de, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Colombie et au Pérou, puis, en fait, qu'est-ce qui a mené à ça? Bon, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qui se passe? On est présentement au Pérou dans un 12e tour, on va dire, pour choisir le prochain président ou présidente. Après d'un gouvernement complètement faible de l'année passée, on a passé par les gouvernements passés, c'est-à-dire la période. Dans cette période, on a eu 4 présidents. C'est-à-dire les congrès mettaient à la porte les présidents. Dans un congrès des majoritaires fujimoristes. Si vous ne connaissez pas ce qui était Fujimori, bon, Fujimori, c'était un président qu'on a eu en 1990 et qui a mis un gouvernement dictatorial. Il entrait comme un populiste. Il était vraiment dans un discours vraiment populiste, mais il est entré au gouvernement et bon, il a fait des crimes de lèse-humanité.
c'est-à-dire avec l'excuse en disant je combats le terrorisme, parce qu'on va dire que le Pérou de 1990 jusqu'à 2000, c'était 20 ans. Donc, on a vécu une violence immense avec des guerres civiles. Je regarde Ricardo parce que aussi c'était un peu les mêmes problèmes. On n'avait pas comme plusieurs guérillas, comme on dit, mais on avait deux principales, que c'était Sendero Luminoso et les MRTA. Et lui, elle combattait ces mouvements, mais... Elle combattait ces mouvements, c'est-à-dire, avec cette excuse, il a vraiment tué des gens, des étudiants à l'université, même un enfant. Alors, elle a torturé des femmes, elle a torturé sa propre femme. Quand sa femme s'est révélée, elle a dit qu'est-ce qui s'était passé dans le gouvernement. Alors, c'était 20 ans d'horreur, mais aussi 20 ans de désinformation. Donc, beaucoup de Péruviens, ils croyaient en Fujimori en disant, oui, il a vaincu le terrorisme, mais le terrorisme était vaincu pour plein de facteurs. Ce n'était pas lui, c'était tout un service d'intelligence, c'était la ronde qu'on appelle rondas campesinas, c'est-à-dire des gens de la montagne organisés pour protéger leur peuple. Parce que tout le temps, le Pérou, c'est-à-dire il y a toutes des sociétés qui sont complètement en abandon du gouvernement. C'est-à-dire ils doivent s'organiser. Et la plupart des temps, c'est des populations avec une culture autochtone très forte. Alors, ils vivent comme à part de tout. Et aussi, le Pérou, malheureusement, c'est un pays très, très, très centraliste. Et scandaleusement centraliste. Je vois Colombie, je pense que ce n'est pas trop centraliste comme au Pérou, même Chili. Le Pérou, c'est vraiment tout, ça passe à Lima, tout, c'est trop. Alors, ça amène toute une crise très, très forte. Et aujourd'hui, on est en train de décider si le prochain président du Pérou, c'est la fille de Fujimori, Keiko Fujimori, avec tout ce qui signifie. Aussi, c'est une femme il y a des accusations de corruption pour elle. Tout son groupe était donc nominé comme pas comme un parti politique pour la justice ou pour les fiscaux. On dit fiscaux en français, sinon comme une association criminelle, vraiment. Wow. Et l'autre côté, c'est Pedro Castillo. C'est un professeur d'un peuple rural dans la montagne, qu'il est associé avec un groupe qu'on va dire d'une gauche extrémiste, on va dire, mais qu'il a montré dans ces derniers temps qu'il est prêt au dialogue, mais aussi qu'il est entouré par des gens que je trouve professionnellement capables et ils ne sont pas tachés de corruption comme l'autre équipe. Mais aussi, de notre côté, ce n'était pas un homme qui était préparé. C'est-à-dire, il a gagné parce que tout le monde est fâché au Pérou. Les gens ils ont voté pour lui parce qu'on crie pour un changement. Ce système, on ne peut plus. Avec la pandémie, c'était pire. Un ballon d'oxygène, ça coûtait $3,000. Alors, si tu n'as pas $1,000 pour acheter ça pour ta famille, il meurt. Une chambre d'hôpital, dans ce moment, c'était $5,000. Les gens ont pris c'est-à-dire, c'était... Mais même ici, tu dis à un Québécois ici, qui paye $5,000 pour aller à l'hôpital, personne ne peut faire ça. C'est ça. Imagine là-bas. Alors, c'est l'horreur. Même la classe moyenne, maintenant, c'est plus classe moyenne. Ils sont tous endettés. Alors, c'est vraiment... je pense qu'il y a une fatigue, il y a un... c'est assez, là. C'est assez. On a donné l'opportunité au droit 30 ans. On a eu un progrès économique dans les 20 dernières années ou 10 dernières années, mais on ne voit pas le travail social. On ne voit pas. Il y a des gens encore qu'il n'y a pas de l'eau potable. Tu comprends? Comme ce que tu peux dire, OK, lave tes mains, pour pas te contagier de Covid, il ne doit pas de l'eau. C'est insensé. Alors, je pense que tout ça, il a amené à que les gens vraiment veulent un changement radical. Ils sont
vraiment fâchés. Mais d'un autre côté, maintenant, il y a toute une campagne de peur en dire ne vote pas pour Castillo parce qu'on va devenir Venezuela. Oui, ben ça, c'est le discours de toute l'Amérique latine. ça. À Venezuela, Ouais. c'est comme... Même des États-Unis avec Mais la campagne oui. Donald Trump. Donc, Oui. c'est ça qu'il faisait pour Pauvre convaincre. Venezuela. Oui, exactement. C'est genre- mais aussi, j'avais une question pour toi aussi par rapport, parce que là, tu nous expliques tout ça, mais aussi, il y a eu comme un moment de crise, en fait, on a vu beaucoup Absolument. sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont peut-être pas vu ça passer, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette crise? Le novembre passé, Ouais. oui. Mhm. C'est encore le congrès. C'est fou. Je dis, écoute, le Pérou, c'est un film de Netflix. Tu comprends ça jamais? C'est-à-dire, avant le congrès passé, plein de Fujimoristes, on a voté pour ce qu'ils s'en aillent et faire une autre élection, faire la réélection, oui, faire la réélection des gens du congrès, des congressistes. Alors, on a fait ça, on a dit, OK, ça va bien aller, on va laisser le président finir son période. Mais ces nouveaux congressistes, c'était presque la même chose au pire. C'est-à-dire, il y a deux partis que c'était vraiment causé grands problèmes au niveau de corruption. Presque tous les partis politiques étaient comme un peu mêlés, un peu tachés, mais surtout les Fujimoristes et les apristas. Alors, ils ont... Juste dans le fond, pour situer un peu, dans le fond, c'est comme si ici, le premier ministre, comme il est pas accepté, puis là, il demanderait de changer ses députés au lieu de changer le gouvernement. Est-ce que c'est ça un peu? Oui, plutôt c'est-à-dire... Parce que les congressistes... Oui, les congressistes... Oui, c'est un autre chose. Avant, on avait des sénateurs et des députés. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est différent, mais on avait deux caméras, on dit. On avait deux stades, mais ça changeait avec Fujimori. Alors, on a seulement des gens de congrès. Seulement, alors, ils ont beaucoup de pouvoir. Okay. Ils ont trouvé comme une loi qu'ils ont vraiment un peu ajustée pour pouvoir mettre à la porte le président qu'ils n'aiment pas. En disant on représente le peuple, mais on ne représente pas le peuple, on représente leurs propres intérêts mafiosos et de corruption. Alors, il y a en pleine crise de pandémie, c'est-à-dire, imagine la classe de personnes, c'est-à-dire, on est en pandémie, et elle veut mettre à la porte le président. Je ne défends pas le président, c'était Vizcarra. Il avait quelques accusations. OK, mais on s'en foutait. C'est-à-dire les Péruviens simplement voulaient que Vizcarra finisse son mandat. Il manquait quelques mois, 8 mois, 9 mois. Mais pourquoi, en pleine pandémie, faire une crise politique, de changer... Et qui va être le président? Alors, ils ont choisi Merino. C'était un gars qui est sorti d'Action populaire. C'était un autre parti. C'est comme, il est au pouvoir. Il a appelé l'armée. Tous les Péruviens, ils ont protesté contre ça. Ils ne voulaient pas. Ils disent qu'on arrête. Dehors, les congressistes, on n'était pas d'accord avec ce que les congrès Parce que c'est les congressistes qui ont choisi comme le nouveau président. Oui, c'est ça. Sans consulter le peuple. Non, sans consulter. En plus qu'on savait pourquoi il le faisait. C'est-à-dire, c'est toute une corruption horrible. Alors, les gens protestaient. Ils disaient, on ne proteste pas pour Vizcarra. On veut simplement, on est assez. On veut tous ces mafiosos dehors. Et on veut une nouvelle constitution. Pas tous. Mais une grande partie des gens ont dit on veut une nouvelle constitution. On est encore régi par la constitution de Fujimori. Il peut avoir des points, on va dire, corrects, mais il y a beaucoup de points comme les lois du travail, comme les droits du travailleur. Au Pérou, c'est impossible d'avoir des syndicats. Est-ce que tu imagines le Canada sans syndicat? Ouais. Je ne l'imagine pas. Surtout le Québec, je ne l'imagine pas. Au Pérou, si tu fais un syndicat, tu es tildé de terroriste. Ou de communiste. Ou de communiste. C'est vraiment, c'est fou. Alors, et dans cette chaleur, c'était des protestations comme ça, immenses, c'était des semaines. Alors, la police et l'armée sortie, ils ont tué deux jeunes hommes, Inti et Brian.
Ouais, je pense qu'on aussi, on sent ça. C'est-à-dire, c'est comme pour les gouvernements, les vies des Péruviens, ça veut rien. Ouais. La jeunesse, l'enfance péruvienne, ça veut rien. Chaque fois, depuis les années 80, tu vas à Lima et tu vois les enfants dans la rue en train de demander de l'argent, en train de travailler, et tu dis, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, c'est 20 ans, 30 ans, et on ne fait rien. Oui, mais c'est ça, malheureusement, que c'est quelque chose de plate à dire, mais c'est quelque chose qu'on a en commun, beaucoup de pays latino-américains, tout ça, là, cette pauvreté, puis ce sentiment que... On se demande, ben pourquoi? Elle est où toute cette prospérité que l'on parle à l'international, tu sais? Puis là, surtout, c'est ça, surtout avec la pandémie qui est arrivée. Là, moi, j'ai vu qu'au Pérou, c'est un des pays qui a le pire taux de mortalité au monde. Depuis la pandémie a commencé, c'est 60 000 morts qu'il y a eu au Pérou. Fait que c'est 300 morts par jour. Ouais. C'est ridicule quand c'est très élevé comme statistique. Là. C'est 300 personnes par jour là, qui décèdent depuis la pandémie. C'est genre 1 an et demi, 60 000. Genre, je trouve ça capoté. Là, mais la pandémie a empiré la situation de certains pays. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre de prendre congé. Parce qu'ils doivent travailler, ils ne peuvent pas faire un confinement. S'il n'y a pas les conditions pour avoir une vie, une qualité de vie, donc les conditions socio-économiques vont empirer, puis ils vont mettre à la rue plein de monde, des personnes au chômage, la production, les commerces, tout ça va être plus difficile. Puis la fermeture d'usines, des commerces, etc., ça a eu des impacts sur la situation qui était déjà grave avant la pandémie. Ça l'a empiré tout. Tu sais, c'est ça, c'est le monde ici à Montréal, le monde se reste tellement pour les bars puis pour les restaurants. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, comme moi, je dis ça, puis je suis quelqu'un qui travaille dans la restauration. Là, puis comme ce matin, là, j'ai travaillé sur ma terrasse. Puis... Mais on en parlait justement au premier épisode, puis tu sais, c'est pas parce que c'est sûr, on peut faire ça avec n'importe quoi qui nous arrive. On va tout le temps dire, il y a tout le temps une situation pire, il y a tout le temps quelqu'un qui souffre plus que nous. Puis à un moment donné, c'est pas comme d'enlever de l'importance à qu'est-ce qu'on vit, mais moi, c'est plus que, tu sais, oui, j'aime pas le couvre-feu, je suis tannée, nanana et tout, mais c'est que aussi, justement, la pandémie, ça met la lumière aux inégalités. C'est comme s'il y avait une loupe sur les inégalités. Puis moi, je me rends compte des problèmes ici au Québec, mais en même temps, je me dis, hey, je suis-tu blessed que mes parents m'ont fait naître ici? Parce que si nous, comme nous, ça vole. Je veux dire, moi, je voudrais pas vivre la crise sanitaire au Chili. Ou dans les... Puis c'est ça, c'est juste de faire comme, OK, c'est pas parce qu'ailleurs, c'est pire que nous, c'est correct, puis on n'a pas à se plaindre, mais c'est juste d'être reconnaissant aussi de qu'est-ce qu'on a. En voyant de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ça me fait penser à une blague qui faisait creo que c'était les concepteurs d'éclairage dans ma pièce, disait, écoute, tous les problèmes dans l'Amérique latine avec la crise dans tout le monde, et ici, nous, les Québécois, notre gros problème, c'est est-ce qu'on va fêter le Halloween ou non, à cause de la pandémie. C'est le gros problème. C'est juste pour répondre à Cathy. Cathy a dit quelque chose, donc comment est-ce que ça se passe ailleurs, quelque chose que ça ne se passe pas ici, puis qu'avant on ne voyait pas. Je pense de façon générale, il y a trois facteurs qui pourraient nous aider à répondre à ces questions-là. Donc il faut voir d'abord le modèle économique de chaque pays. Donc, son économie, ça va être le facteur qui va nous aider à savoir si le pays peut supporter une crise sanitaire comme on l'a vu. Il y a des pays qui n'ont pas des productions, qui ont des conditions difficiles, son économie est difficile. Donc, pour répondre à une crise sanitaire, ça va être pas facile. Ça va être pas gérable. Deuxième point, c'est le rôle de l'État. Donc, les institutions sont prêtes, sont correctes. Donc, l'affaire de la corruption, comment ça se passe? Est-ce que je crois à mon gouvernement? La confiance qu'on a. Et puis, si les institutions fonctionnent, donc le peuple va les soutenir, va les suivre. Puis, troisième, c'est la classe politique dirigeante aussi, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Comment ils vont gérer ça avec les institutions qu'ils sont et avec l'économie qu'ils sont. Donc, si on a une balance dans ces trois facteurs,
je pense qu'on peut survivre une pandémie. Mais survivre, c'est un guillemets parce qu'on a tous touché. Les impacts, on les vit. OK? Mais pour certains pays, régions, secteurs de la population où ces 3 facteurs ne sont pas balancés, sont différentes, ils vont vivre la peine. Ils vont vivre dans des situations tellement difficiles qu'on n'arrive pas à les croire, à les connaître. Et puis, mais on vient de l'Amérique latine, on sait que ça se passe comme ça là-bas, malheureusement. C'est ça. C'est tellement, c'est triste hein, qu'on est tous, on sait tout de quoi on parle. Non, tu sais, dans le fond de notre cœur, notre ventre, là, on est tous comme dans le terrain connu, dans toutes ces inégalités, corruption. Tu sais, on parle de tout ça, puis on est comme, ouais, je suis latine, je comprends. C'est horrible. C'est que Ricardo nomme, c'est très important, parce que c'est pas seulement l'économie, c'est c'est-à-dire la morale de l'État. Est-ce que c'est un État fort? C'est un État que, oui, tu peux faire, c'est livré commerce, voilà, mais est-ce que tu es responsable? Est-ce que ces entreprises privées sont responsables? Est-ce que tu fais des grands projets culturels, communautaires? Ça, c'est très important. Ici, l'éducation de qualité est gratuite. Au Pérou, elle n'est pas totalement gratuite ici, mais... Oui, elle est gratuite, je veux dire, pour les gens. Mais oui, rien n'est gratuit. C'est sûr, on paye les impôts et tout ça, mais... Par exemple, le Pérou... Mais il y a des priorités dans certains pays. L'éducation, la santé... Les valeurs du gouvernement aussi. C'est les valeurs, c'est la santé. Au Pérou, Colombie, au Chili, c'est pas ça. Je le vois maintenant, la pandémie a dévoilé ça, il a dit voilà, vous avez mis les... C'est ça. D'ailleurs, on peut maintenant aller en Colombie, si tu peux, encore une fois, nous faire un petit résumé de qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui a mené, en fait, où est-ce qui a été le point de crise? Faut savoir qu'au début des années 90, la Colombie a changé son modèle économique. On était dans le modèle de libre-échange, le néolibéralisme qu'on appelle. Puis, on a eu une constitution, OK? Il ne faut pas se méfier à la constitution parce que dans la constitution, ça peut devenir aussi un piège pour que les prochains... oui, je te regarde, le Chili est en train... Il faut prendre attention parce que c'est décoré avec plein de droits, etc. Mais plus on avance avec la Constitution, il y a des choses qui permettent la privatisation de la santé, la privatisation de l'éducation. Donc, la concentration de pouvoir dans les partis politiques existants. Donc, il faut tenir attention avec ça. Puis, c'est ça qu'on a vécu au début des années 90, je ne me rappelle plus, 1991. Ah, 91. 1991. Voilà, on a eu une nouvelle constitution, puis tout le monde, il était content, donc une nouvelle constitution, donc on est dans la modernité, etc. Mais caché, c'était le modèle néolibéral dans la constitution. Puis ça commençait les problèmes pour la Colombie. Donc, depuis 30 ans... Qui a écrit la constitution? On a eu une assemblée, etc. Avec une assemblée constitution, depuis un référendum, etc. Tellement pareil à la réalité. Qui était le gouvernement à ce moment? C'était un gouvernement traditionnel, libéral de l'époque. De droit, mais c'était qui le président? C'était César Gaviria. Oui, c'est lui qui disait dans son slogan pour le gouvernement « Bienvenue au futur ». Et le futur, c'est le néolibéralisme. Voilà. Caché. Voilà, OK. Donc, on a ça, on a cette réalité. On vit les conséquences du néolibéralisme en Colombie. Donc, le 42% de la population colombienne, 21 millions de personnes, vivent dans la pauvreté. Et puis, 7 millions vivent dans la pauvreté extrême. OK? Donc, ça, c'est pour rien. C'est pour les mesures. Donc, on produit des aliments. On est dans une région riche en ressources naturelles. La montagne, la mer, le désert, la forêt, les rivières, etc. On a tout ça. On peut cultiver tout ce qu'on veut. Mais on importe plus de produits qu'on peut produire en Colombie. Le maïs, pour faire les arepas en Colombie, vient du Canada et des États-Unis. Puis ça empêche que les paysans produisent parce qu'ils sont la terre. Mais si on n'a pas les moyens, les conditions pour produire, ben on ne va pas manger la terre. OK? Donc c'est ça grosso modo,
l'exemple typique de qu'est-ce qui nous arrive avec les politiques de libre-échange quand on a signé des accords de libre-échange avec le Canada, les États-Unis, l'Union européenne. C'est pour favoriser la production, leur économie. Et puis, en échange, on va voir quelque chose que ils vont pas nous laisser avancer parce qu'il n'y a pas on peut avoir des postes-travail extra pour que les gens puissent avoir d'emploi, etc. On ne peut pas épargner notre argent parce qu'il n'y en a pas. On vit et puis ce qu'on gagne, et on l'utilise pour le loyer, la nourriture, le transport, etc. Mais il n'y a pas possibilité de progresser parce qu'il n'y a pas ces possibilités. Donc, grosso modo, en 2019, les principaux syndicats, faut tenir compte qu'on a des syndicats qui ont tout le temps, pendant ces 30 ans, lutté contre ces mesures-là, donc de la privatisation de la santé, les droits du travail, les droits toutes les mesures pour la retraite aussi, toutes réformées pour que on n'ait pas accès à ces droits-là. Est-ce que vous avez accès à l'eau potable? Ben oui, on a l'eau potable, mais pas dans tout le pays. Même l'électricité, c'est pas dans tout le pays. Mais mettons, le gouvernement fait des réformes pour élargir l'âge de la retraite en fonction de favoriser les intérêts des fonds privés qui font la retraite, ou de diminuer le montant de la retraite, ou qui a le droit, qui n'a pas le droit, des choses comme ça. Même pour les normes du travail, donc, ils ont éliminé les heures supplémentaires qui étaient payées avant. Et, mettons, si tu travaillais après 6 heures, ça comptait un taux horaire plus cher, mais non, c'est à partir de 10 heures, si tu le fais, ça va compter. C'est-à-dire que si tu travailles entre 6 heures l'après-midi, 18 heures et 22 heures, c'est le même taux horaire que tu travailles du jour. Des choses comme ça que favorisent, mettons, les employés, la grande richesse. Donc, juste pour revenir, n'oubliez pas qu'on a vécu le plus long conflit armé de la région. 50 ans de groupes qui ont pris les armes, que finalement ils ont reconnu que c'était une erreur parce qu'ils ne sont jamais dans la vie près du pouvoir. C'était juste une aventure de la montagne. Et puis ça a empiré la lutte sociale. Donc parce que aux années 60, c'est la révolution cubaine, etc. Ils ont pris la même décision, aller à la montagne. Donc, on va fonder une guérilla pour transformer le pays, pour prendre le pouvoir, instaurer la révolution, etc. N'importe pas quelle idéologie. Non, mais ils n'étaient jamais près du pouvoir. Avec ça, c'est une aventure dans la montagne. Ils sont restés dans la montagne, isolés. Il n'y a rien qui est sorti de ça? Parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait une conférence pour le Chili, puis il y avait 2 femmes qui parlaient justement de la Colombie, puis qui nous disaient justement, moi, ça m'était resté là, 50 ans. Puis là, moi, je me disais, oh my God, nous, on vient de commencer ce que ça prend 50 ans au Chili. Un changement social à cause du conflit armé, aucune. Juste, ça a empiré les situations. Parce que les gens qui n'étaient pas avec, sortaient à la rue à protester, à contester, étaient signalés comme membres de la guérilla. La macartisation du droit à se manifester. Donc, c'est ça qu'on a vécu pendant ces derniers 30 ans. Et puis, on a signé les accords avec la guérilla la plus connue, la plus forte, la FARC. Et puis, on a laissé à côté le conflit armé et puis les problèmes sociaux. Ils sont apparus. OK, on n'a pas cette trave qu'on avait, puis on peut y aller plus pour que les gens puissent connaître la situation. Puis les syndicats, avec le mouvement social, le mouvement étudiant qui est très fort en Colombie, ils ont décidé de faire un appel à une grève le 21 novembre 2019. Surprise, les gens étaient mécontents avec la réalité qu'ils vivaient. Avec la crise d'emploi, la crise économique, la crise de production, etc. C'était une grève qui est restée pendant quelques jours, mais c'était la plus extraordinaire depuis des années, des décennies. On n'a jamais vu cette sorte de manifestation du peuple. Mais écoute, la pandémie est arrivée. Donc, on était en pause parce qu'on était dans des mesures de sécurité sanitaire, etc., etc. Mais finalement, le Comité national des paro, donc le Comité national de la grève, conformé par ces syndicats, mouvements, ils ont ajouté d'autres groupes paysans, autochtones, commerçants, etc., transporteurs
du camion, etc. C'est grand, c'est grand. Plus de 100 organisations font partie. Il faut un appel le 28 avril. Pas mal, ça fait un mois. Et puis, on est encore en grève. Donc, jamais vu dans l'histoire. Mais, donc, ce n'est pas juste à la capitale qui s'est déroulé toutes ces manifestations, comme c'était avant. C'était partout la Colombie. Dans toutes les municipalités, il y a eu quelque chose. Dans les municipalités les plus calmes, ça ne se passe rien. Il y a eu une manif des gens qui sont sortis. Là, mais puis, c'est quoi la réponse de l'État? La répression. Ben oui. Puis la Comme répression, toujours. la forte La répression, force, la et violence. puis la négation de la répression aussi, à travers les médias. Et puis la diaspora, ce qu'on a fait, on a joué un rôle extraordinaire, c'est qu'on a dénoncé ça à l'international. Et puis, je pense que ça a eu des impacts. On a gagné 4 choses de vraies pour la première fois, jamais vues. Donc, le 28 avril, ça a débuté avec la réforme fiscale. Donc, ajouter des impôts aux produits de base, le porc, le riz, je ne me rappelle plus, des produits de base qui n'avaient pas des impôts, ça encaresse la qualité de vie des gens qui n'ont pas de sous. Donc, ajouter des impôts pour les frais funéraires. Donc, en pleine pandémie, les gens vont mourir, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Mais on sait qu'il va y avoir des chances que les gens vont mourir, donc on va favoriser les intérêts des compagnies funéraires. Donc, des choses comme ça, des petites choses qui payent la réforme fiscale? Le peuple qui est pauvre. OK? Donc, ça a été comme la goutte qui a débordé le vase. OK? C'est pour ça que le 28 avril, ça a été extraordinaire. Donc, la réforme est tombée. Dans le Congrès, pas de réforme. Par la suite, on a eu le ministre des Finances, qui c'est lui qui a écrit la réforme, a démissionné. J'ai jamais vu qu'un mouvement social fait tomber une réforme et un ministre. Nous, on voulait que Piñera démissionne, mais il est encore là. Mais troisième, dans ces démarches-là, il y avait une réforme au système de santé qui est privé pour le faire plus privé, à l'image des États-Unis. Voyez-vous? On le connaît. OK? Donc, la réforme est tombée. Et quatrième gagne, c'est que la ministre des Affaires internationales a démissionné aussi. À cause de tout, dans l'international. C'était à cause de la mobilisation. Exactement. Puis, jamais vu. Mais malgré tout ça, tous ces gagnes-là, on est encore en grève parce qu'on n'a changé rien. On a juste évité que la situation empire. Donc, les revendications d'aujourd'hui, c'est pour que les causes de la grève soient mises en considération dans une table de négociation avec le gouvernement qui refuse. Ils se sont assis avec le comité de la grève, mais ils ont d'abord mis des conditions pour la négo, donc les conditions pour la manifestation. Il faut protéger ces droits-là. Sans ces droits-là, on n'a pas... C'est notre force, en fait. Puis peut-être qu'il y a un accord là-dessus pour s'asseoir pour les 6 points de la mobilisation. Les 6 points, c'est la santé, l'emploi, comme une sorte de revenu minimum garanti pour les gens qui n'ont pas de moyens. Donc, des choses comme ça, on est dans ces circonstances-là. Mais est-ce qu'il y a une demande, par exemple, parce que justement, là, le peuple est encore en grève, en manifestation, en protestant. Mais est-ce que, par exemple, comme par exemple au Chili, ce qui était clair, c'était qu'on voulait un changement de constitution. Ça, c'était les points qu'on se battait le plus, c'était le changement de constitution, puis Sacar a enlevé Piñera, qui est le président en ce moment du Chili, qui démissionne et qui passe en fait en cour internationale pour ses crimes contre l'est à l'humanité. En fait, c'était ça. Est-ce que, dans votre cas, parce que là, au Pérou, si je comprends bien, est-ce que le peuple sent qu'un changement de président, c'est ça qui va... Est-ce que c'est assez? Parce que je veux dire, souvent aussi, c'est ça l'histoire, là, c'est qu'en tout cas, nous, au Chili, c'était ça, c'était que peu importe pour qui on vote, gauche, droite, peu importe c'est qui, c'est tout le temps la même affaire. Parce que de toute façon, ils sont tous corrompus. Puis à l'intérieur des gens qui ont du pouvoir, même encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui découlent du gouvernement de Pinochet,
qui sont là, qui prennent des décisions pour le pays. Mais la différence au Pérou, c'est que la gauche n'est pas encore au pouvoir, vraiment. Les seuls plus proches étaient Ollanta, Humala, mais qui l'a trahi. C'est-à-dire qu'il était président. La gauche n'a jamais gouverné oui, au Pérou. la gauche jamais gouverné. Okay. Mais ce qu'il vient de dire Ricardo, c'est très important. Je me rappelle de Chili, même les protestations de novembre, qu'on voulait enlever Merino comme président, de facto, on a réussi. C'est-à-dire, je pense que les manifestations en Amérique latine, c'est-à-dire un peuple éveillé, conscient, et que c'est très important. C'est les seules, pour moi, lumières de démocratie qui nous restent. Est-ce que c'est parti des jeunes? Parce que je sais, au Chili, c'était les étudiants qui ont parti. Oui, au Pérou aussi, étaient des Puis en Colombie. Oui, mais en parlant de la Constitution, parce que je pense que cette affaire-là... Mais avant, Ricardo, je veux te dire une chose, une petite chose anecdote, pas trop anecdote, mais tu sais que Fujimori a vendu des armes à las FARC. Oui. Alors... C'était dans l'histoire. Un des péripéties de Fujimori. Écoutez, on a vécu une nouvelle... le processus d'avoir une nouvelle Constitution en 1991. Alors, il faut faire attention avec ça. Parce que à ce moment-là, la composition du Parlement est très majoritairement pour le gouvernement. Puis c'est eux qui ont le pouvoir de décider comment on va faire une constitution. Parce que c'est à travers eux qui va se faire. Comment, si on va voir un référendum, ça va être quoi, la composition de l'Assemblée nationale pour changer la constitution. Donc, on ne peut pas se donner ces... Non, mais c'est ça qui change justement la façon qu'on fait la Constitution. Il faut d'abord passer de laisser finir la période de ce Parlement-là. Et puis, pour la prochaine élection, que c'est en mars 2022, demain, donc, changer des gens. Changer et puis de faire les partis au pouvoir. Pour que les nouveaux partis des gauches, des centres indépendants, qui ont une pensée différente, qui jamais a gouverné, jamais, donc puissent prendre des décisions différentes. Mais on l'appelle comme ça, une aventure d'une nouvelle constitution, c'est comme se tirer sur le pied. Ouais. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on a vécu cette affaire-là. Vous êtes tombé dans le piège. Et on a des institutions, on a un congrès qui est grand, donc qui peut répondre à l'ensemble de la population, etc. Mais si c'est la population qui pense mieux avant de voter. Ouais. Mais tous ces mécontents, toutes ces manifestations ont démontré que les gens peuvent penser et faire d'autres choix. La jeunesse a joué un rôle central. Ce sont eux qui sont dans les barricades. Il faut tenir compte que les barricades ont des conséquences pour le passage des ambulances, des aliments, tout ça. Donc, si ces gens-là ne sont pas organisés, ça devient aussi une sorte d'obstacle pour la manifestation. Ouais. On a l'appui général de la population, mais si la population commence à sentir des conséquences à cause des barrages, ça va venir contre. Ouais. Mais les gens sont les plus impactés. Donc, en Colombie, 3 millions de gens qui sont moins de 25 ans sont au chômage, ils ne sont pas aux études. Qu'est-ce qu'ils font? On les appelle Nini. Ni aux études, ni au travail. Oui, c'est une génération qui, là, ils n'ont rien à perdre. Ouais. Mais c'est un petit groupe dans une ville, un petit groupe dans un village. Ce n'est pas organisé. Mais par contre, le mouvement étudiant est vraiment organisé. Ils sont des représentants dans le Comité national des grèves. Et c'est ces gens-là qui sont le porte-parole du comité de la grève. Donc, c'est quelque chose. C'est ça. Même si les gens qui sont dans la barricade ne sont pas des étudiants, ils doivent faire qu'ils sont représentés pour quelqu'un qui prend le lead. Parce que, juste pour finir, une grève, il faut avoir une organisation, un minimum. Ouais. C'est pas juste de petits groupes là, à droite, à gauche, qui font des trucs. Ouais. Non, il faut organiser si on veut vraiment changer, puis se concerter avec les autres mouvements. On est dans ces démarches-là en même temps qu'on essaye de penser aux élections. Et puis finalement, en Colombie, tout le temps, c'est la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et puis, mais il y a aussi des parcours intermédiaires qui pourraient nous laisser sortir de cette confrontation parce que c'est polarisant
Et puis, si tu n'es pas avec moi, donc tu es mon ennemi. Et puis, même dans la gauche, si tu n'es pas avec moi, en tant que personne du peuple normal, c'est comme si tu es avec eux. Mais c'est pas tout à fait. Un problème de la gauche à l'international. Je veux dire, partout dans la gauche, même ici au Québec, je veux dire, souvent le problème de la gauche, c'est qu'on s'attaque entre nous, tu sais, puis là, maintenant, avec toute... les woke, blablabla. Il y a des coalitions qui sont intéressantes au centre, qui ont des alliés de droite, qui ont réfléchi, qui vont changer. Il y a aussi des gens intéressants de gauche qui sont là. Même, tu vois le résultat en Chili de la nouvelle constitution, il y a des indépendants, il y a des gens de la gauche. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'allais dire. En fait, moi, je trouvais intéressant toute cette histoire-là de la Colombie parce qu'en fait, au Chili, ce qui s'est passé, c'est que la constitution... Le peuple était contre la constitution qui est encore en ce moment, qui est de Pinochet. Oui. Et cette constitution-là, comme en Colombie, de ce que tu dis, c'est une constitution qui supporte le système néolibéral qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, c'est que on est le premier pays vraiment comme si on était le pays test, là, vraiment avoir un gouvernement néolibéral extrême, en plus sous la dictature. Mais tu sais, puis par rapport à justement la droite et la gauche, moi, ce que je trouvais beau, même si, en tout cas, entre nous, moi, je le savais très bien que ce qu'on revendiquait, c'était pas mal des valeurs de gauche, mais je trouvais que dans la révolution, dans la crise du Chili, on parlait pas tant de gauche et de droite, on parlait de valeurs. Et c'est là que le peuple s'est uni parce qu'on parlait, OK, mais qui veut déprivatiser l'eau? Qui veut, tu sais, des pensions dignes, l'accès à l'éducation. Fait qu'en parlant comme ça, sans parler de parti politique ou de droite et gauche, même si clairement, qu'est-ce qu'on parle, c'est ce que la gauche offre, ben, je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont unis. Puis justement, là, maintenant, on va voter pour la nouvelle constitution, puis c'est pour ça que l'espoir était vraiment... Puis comme tu dis, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes comme toi, même mon grand-père me disait... Mon grand-père n'a pas voté pour le changement de constitution parce que, de un, il m'a dit « ça va pas marcher ». Même au Canada, tu vas voir qu'ils vont trouver quelque chose pour corrompre ce truc. Puis après ça, même si on arrive à le faire, ben ça va être les mêmes qui vont l'écrire un peu, tu sais, puis ils vont avoir leur mot à dire, puis ça va rien faire. Puis c'est sûr que c'est difficile d'avoir la foi, justement, quand on pense à l'histoire de nos pays, mais en plus, quand on regarde nos voisins, comment ça se fait que toute l'Amérique du Sud, on est tous dans ces problèmes-là? Fait que c'est sûr, c'est difficile de garder espoir, mais après ça, c'est que, tu vois, même moi, sincèrement, j'ai été surprise des résultats de la Constitution, que plus de 2/3 en ce moment des constituants qui vont écrire la Constitution sont soit des personnes de gauche ou des personnes indépendantes. Même, il y a une fille qui, d'ailleurs, on va l'interviewer avec mon collectif, c'est une étudiante qui était représentante de Los Cones, qui c'est comme un organisme de jeunes pour les droits des étudiants. Elle, c'était une des filles qui a sauté les tourniquets du métro. C'est comme ça qu'ils ont commencé la révolution. En fait, la crise au Chili, ça a commencé avec ça, avec les étudiants qui ont refusé l'augmentation des tarifs de métro, ce qui a amené à toute la proteste sur tous les points, en fait, qu'on se bat aujourd'hui. Mais cette fille-là, qui faisait partie des jeunes étudiants qui ont traversé le métro, qui a mené ce mouvement-là, elle a été votée constituante. Elle a 20 ans et c'est la femme la plus jeune constituante. Et ça, si ça donne pas espoir, ben, je sais pas. Mais ça donne espoir. Mais je veux aussi parler des gens, Par exemple, en novembre, les gens péruviens qui se sont mis aussi dans la rue, très, très organisés, mais aussi à cause de maintenant Internet, tous les savants, ils se mettent en communication avec des gens de Chili. Alors, je ne doute pas qu'une jeunesse latino-américaine, maintenant, ils sont en train de se parler. Ils s'étaient vraiment organisés. J'ai vu une interview de jeune fille qu'il était en charge pour désactiver pas les bombes, mais comme désactiver des choses que les militaires arrivaient, c'est des bombes lacrymogènes. Alors, elle avait tout dit ça, elle faisait ça. C'est-à-dire, c'était toute une organisation. Et elle disait que la manifestation des jeunes étudiants au Chili était très inspirante pour eux. Ben oui. Alors, ça, c'est magnifique parce que je pense qu'on est plus fort unis
que diviser. Ben, toujours. c'est sûr. Et ça donne beaucoup l'espoir. J'ai pas l'espoir dans les politiciens, mais oui, j'ai l'espoir dans la jeunesse. Mais pour la jeunesse, il faut Ouais. profiter son intelligence, son énergie. Ouais. Son énergie. Et puis, mais il faut les organiser, il faut aussi diriger le mouvement jeunesse, si on peut le dire, latino-américain, pour arriver à des bonnes choses. Donc, je pense que le chemin est déjà fait et il y a plein d'expériences, mais ça va revenir de plus en plus dans tous les mouvements sociaux, dans toutes les élections, les processus démocratiques. Et je pense que c'est quelque chose qui est... On a une nouvelle génération de gens qui sont là et qui sont plus connectés. Ben, c'est ça. Exactement. C'est ça, je pense que c'est ça la différence. Avec les jeunes, en fait, c'est que maintenant, tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, mais avant, là, jamais... Il se passait des choses au Chili aussi, là, Ouais, mais on jamais savait ça pas. passait. Là, maintenant, il y a des hashtags, il y a des gens, comme des statuts, je vois du profil. Les nouvelles. Andy, je sais pas, tu sais, toi, comment tu Il y a vis ça, des genre? lives, Ouais, il y a parce des que- lives il y a que des les lives. médias ne font pas. Ouais. Exact, Ça. mais tu sais, mais moi, c'est le point que, par exemple, moi, j'ai tout le temps été plus engagée, politisée et tout. Moi, j'ai tout le temps parlé de politique et blablabla, mais je me rends compte que même des gens, par exemple, je sais pas, leur Facebook ou leur Instagram, c'est comme des Instagrams de plage ou whatever, puis là, ils vont mettre comme, ah oui, il se passe ça en Palestine, il se passe ça. Comme, c'est nouveau, là. Ouais. Je sais pas comment toi, tu vis ça. Ouais, ben moi, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, effectivement, faisant partie de la jeunesse. Représentant de la jeunesse. Représentant de la jeunesse ici. Ok. Non, mais c'est vrai que, justement, puis je le vois que c'est des choses que le monde sont plus sensibles parce que moi, ayant grandi ici en tant que Chilien, quand que le monde... Souvent, je me faisais demander « Ah, pourquoi tes parents sont partis? » Puis je suis comme... Il y avait une dictature. Puis ils sont comme... Ah, puis tu sais, c'est des genres de choses qu'ils savent pas, tu sais, parce que dans ce temps-là, quand ça se passait, ben il y avait pas sur les réseaux sociaux et ces affaires-là, fait que c'était pas une réalité qui connaissait. Puis si le monde qui le connaissait, admettons le monde de mon âge, qui connaissait ça, c'est parce qu'ils ont étudié justement en histoire ou en politique ou des trucs comme ça, fait que ça a été comme... Genre, ça a été... Ils savent un petit peu de tout ça. Mais là, moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, genre, je pense que le gouvernement s'en rend compte du pouvoir de cette jeunesse-là, puis comment est-ce que les médias, les réseaux sociaux affectent ces manifestations-là, parce que c'est les étudiants qui sont le plus, genre, violentés, dans le fond, qui se font attaquer par la police pendant les manifestations. Puis souvent, mettons, je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé en Colombie, c'est que la police, maintenant, se cache. Je ne sais pas si tu as su, les vannes blanches là, que j'ai vu voir ou les voitures, que c'est des policiers habillés en civil. Los terna. En Perú le llamamos los terna. Ils font ça au Chili ternas. aussi, man. Sí, Ouais, c'est ça. porque son los que van a atacar, los que van a provocar que haya una pelea para Ouais. después acusar a los jóvenes. C'est ça. Fait que dans le fond, traduction rapide, traduction libre. Fait que dans le fond, c'est des policiers qui s'habillent en civil, puis ils vont... S'infiltrer. Ils vont s'infiltrer, puis dans le fond, après ça, ils peuvent pas dire, ben non, c'est une police parce que tu vois pas C'est eux qui l'uniforme. vont démarrer les bagarres. C'est eux qui démarrent et tout ça, puis après ça, pour mettre le blâme sur la jeunesse, sur les Ouais, gens qui exact. manifestent, pour Au dire, Chili- non, regardez Mais comment ils sont violents. c'est juste c'est triste de le dire, mais hier, dans un petit village au sud du pays, donc le palais de justice a pris flamme. Donc, on ne sait pas comment. Il y a la police autour de ça, mais on ne sait pas s'il y a vraiment de la délinquance commune qui en profite parce que c'est ça ça. existe. Ça existe. Ça oui. existe et en profite. Mais aussi, ce qu'il y a tout le temps des infiltrés de l'État, de la police, de l'armée qui vont s'en profiter de ces circonstances-là parce que ça va les donner Des points de légitimité. la légitimité pour la répression Ouais, au gouvernement. exact. On Mais est tout le temps dans cette ligne obscure de ces trucs-là qui ont dit, OK, ça se passe pas en démocratie. Ben, que c'est ça. ça Ben, se passe Je très trouve bien. que les gens, comme sûrement, moi je pense que les gens comme qui n'ont pas nécessairement conscience de la politique internationale, là, qui pensent à ça, puis qui se disent, coudonc, c'est-tu un film? Mais c'est comme même moi, là, j'entendais des choses comme par exemple justement des carabiniers qui s'habillaient en protestant, qui allaient protester, mais qui causait de la violence, puis après ça, avec le journaliste qui filme, oh, regardez les manifestants, ils ont brûlé C'est ça. je me souviens plus c'était quoi le nom, mais ils ont brûlé une église, puis finalement, on a su que celle qui l'avait brûlée, c'était une personne, un carabinier. Ou même qui se faisait, policier. même un policier...
En tout cas, bref, plusieurs choses comme ça. Puis on se dit, ben voyons donc, est-ce que c'est vraiment possible? Mais oui, c'est possible. Mais en fait... Mais juste... Non, mais c'est juste, ils font ça, tu sais, pour faire peur, parce que justement, Ben oui. c'est ça, l'espèce de stéréotype que tu dis d'une personne qui manifeste ou whatever. Souvent, les gens, c'est pour dire parce qu'ils voient à quel point c'est toute la population en ce moment, quand normalement, ces manifestations-là sont souvent plus gérées par les jeunes, et c'est plus des jeunes que tu vois là. Mais là, vu que tu vois de tous les âges, ils se disent, ben, il faut qu'on leur fasse peur. Il faut qu'on leur dise, non, si tu vas là, tu risques, tu vas passer pour des gens qui font ça. Mais malheureusement, c'est ça qu'on voit dans les médias. On voit la violence, on voit les trucs qui brûlent, etc. Mais en général, les manifestations passent de façon pacifique. C'est sont ça. démocratiques, artistiques, colorées. C'est la joie, même dans les circonstances où nous sommes. C'est la musique. Et puis, je pense qu'il faut se statuer sur une chose. Ben, la violence, d'un autre côté, est pas tolérable. Donc, ça empire les circonstances. Le gouvernement, les institutions vont s'en profiter pour la répression. Et puis, le peuple va laisser d'appuyer la cause sociale, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est très grave, la violence faite par l'État. Ouais. Parce qu'il doit être plus prudent avec les droits humains. C'est ça qu'on sait. Oui. Donc, mais tu as nommé 2 personnes qui sont mortes dans les protestations. On est rendu à 52. Ben, nous, OK, je sais c'est même pas à grave. combien on est rendu. C'est grave. C'est tellement grave. Et puis, le ministre de la Défense a nié aucune liaison entre ces morts-là et les membres de la force, de l'armée, de la police, etc. Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. Ben, ici, ça se passe quelque chose et puis un ministre, quelqu'un va venir et demander des excuses. Au moins ça. Au moins, dans une vie démocratique, au moins ça, c'est qu'on demande. Ben, après, s'il veut démissionner par éthique, il fallait démissionner. Mais je pense qu'il y a quelque chose que c'est juste une classe dirigeante aveugle et sourde de ce qui se passe. Exact. Vous avez nommé la presse. Je pense que c'est un point important. J'aimerais aussi vous la presse, parce que maintenant, la presse au Pérou, c'est vraiment un scandale. Ouais. C'est-à-dire, ils ont oublié tous les péchés de Keiko Fujimori et Alberto Fujimori, il devient le centre. C'est comme, tu peux pas croire jusqu'à quel point ils sont vendus. Ben oui. Ben, tu sais, c'est en fait, sans rentrer là, dans un discours complotiste, là, parce que bon, il y en a ici aussi. Mais tu sais, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, dans le sens parce que durant le temps de la dictature, qu'est-ce que les journaux disaient? Tout se passe bien, au Chili, tout va bien, on a une meilleure économie, blablabla, bla, bla, on parle pas de torture. Tu sais, même mon père, il m'a dit qu'en immigrant ici, c'est là qu'il a vraiment su toutes les erreurs qui se passaient au Chili parce qu'ils étaient tellement coupés de l'information. Et après ça, maintenant, avec toute la crise qui s'est passée, même chose. Moi, je regarde TVN, Télévision nationale de Chile. Il se passe rien, ou sinon c'est comme on va justement aller filmer les personnes qui sont les plus violentes dans les manifestations. Mais ça, même au Québec, là, quand il y a Black Lives Matter, c'est sûr, ils vont faire un article sur les personnes qui ont vandalisé genre le Archambault et pas toute la manifestation pacifique. Comme ça, c'est connu. Il y a tout le temps une ligne éditoriale dans les médias qui vont être avec ou pour. Ben, c'est ça, mais ils sont plus là pour défendre ou pour relater la réalité. Mais avoir une ligne pour et contre, c'est pas si mal. Mais quand toutes les lignes... Exact, parce que là, ils sont le scandale. La concentration, c'est ça l'affaire. Moi, ce que j'ai souvent... ce que j'ai retenu le plus de mon année plutôt de militantisme avec le Chili, où est-ce que c'était vraiment plus intense, quand je parlais à des gens au Chili, ils nous disaient, pour de vrai, même si on sent que c'est rien faire, parce que c'est sûr que c'est difficile aussi quand on est dans un autre pays de dire comme, OK, mais je suis pas dans la rue, je fais rien de concret, mais juste de partager l'information, c'est faire une action concrète parce que là-bas, en fait, ils ne tiennent qu'à les médias indépendants. Puis les réseaux sociaux, moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'en ai besoin pour ma carrière d'artiste, là, mais sinon, j'en aurais rien à faire, mais ma vision des réseaux sociaux a tellement changé à cause de la crise parce que, justement, tous les médias filment ou donnent un message, mais au Chili, justement, tu avais un téléphone, tu filmais, puis
tu montrais, OK, non, c'est ça qui se passe. Et ça a vraiment été une arme du peuple, les réseaux sociaux, et de dire que le peuple ait son propre médium pour donner l'information. Puis le fait aussi que, justement, qu'à ce moment-là, c'est sur Internet, bien, l'Internet, c'est partout. N'importe où, on peut le voir. Puis la pression internationale, ça a un impact super important dans une cause. Parce que là, tout le monde était comme, OK, c'est ça qui se passe au Chili, on vous voit. Puis, juste dans les médias, il y a aussi la diversité. Il faut voir, il y a la ligne éditoriale, mais aussi des chroniqueurs, des journalistes qui vont plus au-delà de ces lignes-là. C'est fascinant aussi. Mais pour garder, mettons, un équilibre pour ne pas démontrer qu'ils sont avec ou pour. Mettons, à titre d'exemple, les deux principaux journaux, Le Spectador et El Tiempo, au premier jour de la grève, donc dans l'une, le Spectador montrait une photo magnifique d'une manifestation colorée, énorme, etc. Puis El Tiempo a fait juste un gars masqué, puis des flammes en arrière lui, tout ça. Donc, très violente. Exactement. Donc, je pense qu'il faut... T'as les deux extrêmes. Exactement. Mais ce que je comprends, c'est qu'en Colombie, encore, on a comme les deux côtés. On a plusieurs côtés. Oui, mais au Pérou, non, c'est ça le problème. Au Pérou, tout le monde est maintenant dans le néolibéralisme, exception les journalistes qui l'ont quitté. Leur canal, ils sont rebellés, ils ont ouvert une chaîne YouTube indépendant. Mais la télévision au Pérou, c'est un scandale. Il n'y a pas comme des deux côtés, non. Ou même maintenant au Chili, moi, ce que j'ai vu, parce que moi, je regarde plus la télé chilienne parce que c'était chez mes parents, puis j'habite plus chez mes parents, mais ce que j'avais vu qu'ils déploraient, c'était maintenant qu'il fallait informer le peuple et blablabla pour justement aller voter pour les constituants qui vont écrire la nouvelle constitution. La programmation, en fait, on va parler des potins, la telenovela, blablabla. C'est comme distrayer les gens. Non. Puis, effectivement, on a vu le pourcentage de participation de vote pour le changement de constitution versus le vote pour les constituants qui vont écrire la dite constitution. Elle a vraiment diminué. Mais en fait, moi, je voulais aborder là-dessus parce qu'on en parle un peu, on y touche un peu de... Nous, parce qu'on parle de tout ça, de qu'est-ce qui se passe dans nos pays, mais on habite ici. Là. On habite ici. Déjà, oh my God. Ouais, il faut déjà bientôt wrap up. Wow. OK, rapidement, justement... chapitre. Mais justement, rapidement... Vous faites une série. Ouais. Tu es né en Colombie. Oui. C'est ça. Comment vous vivez ça quand on voit qu'est-ce qui se passe dans notre pays d'origine, mais nous, qu'on est ici au Québec, puis qu'aussi au Québec, il y a beaucoup de choses sur quoi militer... Comment on vit ça? Puis votre rapport au militantisme sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce qu'on arrive vraiment... C'est quoi votre vision par rapport à ça? Rapidement, la diaspora, mais je suis en tant quelqu'un de la diaspora, donc on a le seul moyen de se communiquer, se faire comprendre, de montrer la réalité, c'est les médias, les médias sociaux. Donc, c'est la seule approche à la réalité. Il faut trouver des bonnes sources, la bonne information, la partager. C'est ça qu'on fait ici. On a des groupes Facebook où on partage l'information officielle du comité de la grève pour éviter certaines choses on ne sait pas si c'est vrai parce que tout ce qu'on voit passer, des fois, il y a le fake news aussi. Ça existe partout, même introduit par la droite pour faire croire des choses comme ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais on se mobilise souvent devant le consulat, devant certains médias. On a eu une grande manifestation jamais vue à Montréal depuis des années en face de l'installation Radio-Canada pour manifester. Au début de la grève, on était là pour dire, OK, donc on a besoin de nous entendre. Voilà qu'est-ce qui se passe en Colombie. Voilà la violation des droits humains et voilà la réalité de notre économie, la pauvreté, etc. Donc, on envoyait lettres ailleurs dans des commissions des droits humains, etc. Je pense qu'on a un rôle important, mais il faut savoir gérer ça parce que sinon, on peut tomber dans un activisme qui ça va servir à rien. Oui, mais c'est difficile. Parce que la grève est là, pas ici. Et puis ici, on n'a pas les mêmes motivations, les mêmes intérêts, etc. Il faut nous rassembler dans le minimum. Donc, avoir un pays en paix, un pays avec qui peut développer toutes ses capacités. Je pense que dans ces conditions, on pourrait réunir plus de monde
Mais on travaille pour ça. Puis Anna, je te pose la même question, mais aussi par rapport à, si tu peux apporter l'aspect que tu es une artiste. Puis moi, j'en ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux de cette espèce de critique de comme, si t'es artiste, ben tu peux pas avoir une opinion politique. Parce que sinon, après ça, t'es comme catégorisé. Parce que même moi, qui a pas ta carrière encore, peut-être, mais je me fais dire comme, OK, toi, t'es une artiste engagée. Mais qu'est-ce que ça veut... Comme, je sais pas, est-ce que tu as peur d'être catégorisée en étant... Non, j'ai pas peur. Clairement, t'as pas peur, mais j'ai pas peur. Mais je pense aussi qu'ici, je vais comme ramener plutôt à ce que j'habite ici. Je suis une personne que, oui, je suis très, très veillante de ce qui arrive au Pérou, mais aussi je suis consciente que j'habite ici. Ouais. Aucun pays est parfait. Et comment, je me demande comment en tant qu'artiste, j'ai pu collaborer. Parce que je pense, c'est-à-dire, je prends en sérieux mon rôle citoyen. Et c'est pas simplement, OK, je vais faire partie de cette groupe ou non, mais qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'artiste? Qu'est-ce que j'ai dit comme message? Alors, je pense que pour ma compagnie, c'est clair. Pour nous, la lutte, c'est la diversité comprise comme un dialogue interculturel, pas comprise comme une étiquette. C'est-à-dire, si tu es colombien, tu es diversité. Si tu viens du Congo, tu es diversité. Si tu es noir, diversité. Si tu es autochtone, non. Pour moi, c'est le dialogue. C'est-à-dire, pour moi, on va créer ensemble, on va se respecter, parce que aussi, j'entendais toutes ces choses de l'histoire de notre pays, mais j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas réussi à faire un pays beau, si on a tout pour le faire? Il avait que pourquoi nous manque d'amour propre? On a tout. Et ça me venait comme le mot racisme. Ça paraissait parce que je pense que c'est le grand fléau en Amérique latine, mais aussi c'est un fléau grand aussi en Occident. Et même ici. Et tu ne te rends pas compte. La bonne chose, c'est qu'ici, je pense que c'est un pays où la démocratie est quand même bien établie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui aussi sont militantes. Ils perdent rien. Des fois, ils gagnent beaucoup, mais c'est correct. Mais aussi, c'est comme vraiment, je pense à l'honnêteté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire pour vrai? Simplement penser et revenir à toi. Et penser, ça pas seulement dans ta carrière, dans ton but personnel, sinon qu'est-ce que tu vas laisser aux autres? Qu'est-ce que tu vas laisser à la génération suivante? Je pense que ça c'est très important pour moi, en tout cas. Puis toi, Andy, comment tu vis ça par rapport à justement comme qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu te sens avec qu'est-ce qui se passe au Chili? Parce que ça, pour moi, c'est tout autant légitime aussi de se dire, OK, ben moi, j'habite ici. Parce que même moi, j'ai des tantes qui ont immigré ici puis qui se sont dit, regarde, qu'est-ce qui se passe au Chili? Je suis plus là, puis ça m'intéresse pas et j'ai le droit. Et moi, je respecte ça aussi dans le sens parce qu'ils ont le droit de se soucier du Québec puis de comme... Des coupés, Ouais, toi, comment tu vis ça par rapport à cette dualité-là? Je pense que je m'informe beaucoup de qu'est-ce qui se passe. J'étais moins informé pour le Pérou. Colombie, j'ai quand même pas mal suivi l'histoire. Puis pour le Chili, oui, j'ai full suivi. Mais moi, je dis ça. Moi, je fais pas des manifestations puis des affaires de même comme pour le Chili, pour ces affaires-là. Tu sais, j'ai pas participé à ça. Ça veut pas nécessairement dire que j'y crois pas. Mais je pense que je suis moins, genre, activiste dans mon quotidien. Je sais pas comment trop l'expliquer, dans le sens que je vais faire tu crois au militantisme des réseaux sociaux? Oui, à 100%. Puis justement, ça, j'en fais. Je sais que j'en fais. Je suis pas le profil Instagram le plus militantiste au monde. Tu regardes juste mon profil, là, j'ai zéro l'air militantiste. Là. C'est juste des photos de moi puis mes chats. Comme, ça finit là. Et mes chaussures. Et mes pantalons et mes cheveux. Mon chapeau, des fois. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme... j'essaie de pas, parce que je pense aussi c'est le genre de choses qui m'affectent, fait que pour ma santé mentale, c'est quelque chose que j'essaie de consommer à petite dose, parce que je pense que si je faisais ça à temps plein, 100%, je pense que je serais pas capable. On a une vie aussi. C'est ça. Ben on a une vie. Moi, après, moi, je l'avoue maintenant parce que je le vois, là. Après, justement, moi, j'ai créé, en fait, on a créé ensemble Chili s'est réveillé Montréal. On était le premier collectif qui a fait des manifestations pour le Chili. On a été là. La crise a commencé le 18 octobre.
je pense 2 jours plus tard, on était là. Et après, à chaque semaine, on était là. On a manifesté à chaque semaine. Et moi, après 1 an de ça, moi, j'étais en burn-out total parce qu'aussi, moi, je le disais tout le temps aussi, j'ai pas étudié en politique et tout. Moi, je suis une petite artiste. Je suis hyper sensible et moi, j'absorbais tout. On dirait que aussi pour essayer d'être connectée à ce qui se passait, moi, tous les matins, je me réveillais, je regardais tous les vidéos de violence et tout. Puis je pleurais à tous les jours. Moi, non, et j'étais tellement épuisée de faire des discours, des performances, des conférences, des entrevues, des articles, des posts. J'étais plus capable et j'avais très honte, mais pendant plusieurs mois, je n'ai rien suivi du Chili. Je ne lisais rien, j'étais plus capable. Mais, puis même justement, puis j'ai apporté la question, puis on va wrap up avec ça, j'essaie de parler vite, parce que j'ai vu certaines critiques de comme, mais les artistes, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire, tu sais, sur la politique et tout, comme c'est juste pour être trendy, c'est pour avoir plus de likes, c'est pour avoir plus... Puis c'est quelque chose que j'ai toujours été très divisée de comme... Et c'est pour ça, on dirait que je faisais 2 comptes. Je faisais, OK, ça, c'est mon compte actrice, ça, c'est mon compte personnel. Personnel, je pose mes manifestations. Actrice, je pose mes trucs. Mais après ça, moi, c'est plus que j'ai pas à choisir parce que moi, c'est qui je suis comme personne. Je suis pas devenue une célébrité là-dessus. Je veux dire, quand je faisais une manifestation, des fois, il y avait 2 personnes dans le métro. Puis comme tout le monde s'en foutait que j'étais actrice, puis je l'ai jamais dit. Mais après ça, pourquoi, quand je deviens actrice, je fais ma pièce qui a aucun rapport, mais pourquoi est-ce que je perds mon opinion politique? Je n'ai pas à choisir entre les deux. Puis, et finalement, moi, je pense moi, j'y crois. J'ai fait un long processus par rapport à ma position là-dessus, mais je pense qu'en tant que personne latino-américaine, je crois en donner son opinion sur les réseaux sociaux, même si on sent que c'est rien, parce que c'est un privilège d'avoir accès à l'information. Peut-être qu'ici, on n'a pas cette même opinion parce que on peut l'avoir, mais là-bas, quand on sait justement qu'est-ce que nos pays vivent, comment on peut se faire tuer pour donner la bonne information, ben moi, oui, pour moi, c'est un privilège que je peux donner l'information sans avoir crainte pour ma vie. Puis au pire, ça me coupera des rôles ou je sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais tu sais, je suis prête à le prendre. Comme mon grand-père m'a demandé, il m'a dit, Cathy, est-ce que tu es correct avec la police et tout? Je suis comme, grand-papa, on est au Canada, c'est correct, je fais les manifestations. En plus, tu vas perdre quelques amis. Je vais perdre des amis où il y en a, et c'est vrai qu'il y en a que ça leur intéresse pas, puis c'est correct, mais il y a au moins peut-être 1 ou 2 personnes qui ça va leur intéresser ou que, grâce à moi ou à mon collectif on travaille fort, vont se connaître un peu du Chili. Puis je vais vraiment finir, il faut vraiment que je wrap up avec ça. C'est juste que at the end of the day, pour moi aussi, c'est que avoir une ouverture sur la politique internationale, c'est pas seulement, OK, mais qu'est-ce que je m'en fous du Chili ou du Pérou, tu sais, j'habite pas là-bas, j'ai pas de famille là-bas, mais c'est parce que de t'informer sur qu'est-ce qui se passe ailleurs, ça te donne une perspective sur qu'est-ce qui se passe ici. Au Québec, par exemple, on n'en a pas de constitution. Pourquoi? Tu sais, juste ça. Moi, de voir comment un peuple comme le Chili s'est battu, puis là, vont écrire une constitution pour défendre les droits pour le peuple, du peuple et pour le peuple, je me dis, le Québec, on parle tout le temps de société distincte. Pourquoi on n'écrit pas notre constitution de société distincte avec nos valeurs qui nous différencient du Canada, qui inclut les minorités, qui inclut les Autochtones? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais dans toutes nos luttes, on inclut aussi les Autochtones. Oui. En tout cas, bref, moi, j'y crois. C'est une autre... Aunque sea un granito de sal. On en parle une autre fois. Les artistes ne sont pas extraterrestres. On est des citoyens. On a des opinions et tout. C'est ça. Et alors, on va devoir wrap up. Mais parlant d'opinions, justement, si jamais des gens à la maison qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous voulez nous donner votre opinion sur qu'est-ce qu'on vient de dire, laissez-le dans nos commentaires, soit sur YouTube, vous pouvez le faire sur notre Instagram, vous pouvez nous DM. On va se faire un plaisir de vous répondre. Et si jamais vous avez vraiment aimé la compagnie qu'on a eue aujourd'hui, les liens pour les trouver vont être dans la description pour aller les supporter. Et si vous avez aimé ça puis vous voulez nous aider financièrement, il y a le lien pour notre PayPal dans la description et le Patreon où est-ce que vous allez avoir droit à du contenu exclusif. Wow. Et les épisodes à l'avance pour une petite mensualité, tout petite, mais qui nous aide vraiment beaucoup. Legit. Puis justement, on wrap up vraiment vite parce que sinon, ça va nous coûter un petit peu plus cher que d'habitude. C'est ça, mais juste si vous pouvez pas contribuer de façon monétaire, like, subscribe, laissez des commentaires, partagez, ça nous aide beaucoup. Merci. OK, bye. Merci Annie, merci Cathy, merci à tous. Bye. Bye. Merci. Bye. Merci.